Vous voulez créer une conciergerie ou bien vous avez déjà ouvert la vôtre, mais vous avez du mal à vous développer? Rejoignez-moi sur la communauté gratuite Le Club des Conciergeries et participez à des échanges inspirants et instructifs. Vous aurez également des conseils pour développer une conciergerie via une formation offerte et des lives réguliers. Pour rejoindre le Club des Conciergeries, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien en description. Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Conciergerie, le podcast dédié aux exploitants et futurs exploitants de conciergerie qui veulent vivre de leur activité sans sacrifier leur temps. La saison 3 démarre bientôt et à ce sujet, je vous ai demandé dans le club des conciergeries quelles nouveautés vous voudriez avoir dans cette nouvelle saison. Vous êtes beaucoup à avoir voté la section les outils de la semaine pour connaître quels sont les outils et services que l'on peut utiliser dans sa conciergerie. Donc, je vais réfléchir sur le sujet pour pouvoir vous proposer du contenu. J'ai une petite larme parce que moi, je voulais que ce soit la hotline qui soit votée, la hotline pour pouvoir poser vos questions directement en vocal que je remettrai sur le podcast. Mais non, vous n'avez pas voté sur celui-là. Bon, je lâche pas l'affaire. Peut-être que je le mettrai en place, à voir. D'ailleurs, on a passé le cap des 100 membres dans le club des conciergeries. Merci à vous. D'ailleurs, vous êtes très actifs sur le club. Je vois beaucoup de questions, beaucoup de messages de bienvenue, donc merci aussi. Par exemple, la semaine dernière, Sophie a posé une question sur comment calculer les frais de ménage et les frais de ménage payés par les voyageurs. Marion a proposé une idée de tutoriel. Monia, elle, cherche un contact d'une conciergerie au Maroc. Et j'en passe. Le club des conciergeries, c'est la communauté gratuite pour pouvoir échanger. Si vous voulez vous inscrire, eh bien, le lien est en description ou bien en bio sur Instagram. L'épisode du jour est une rediffusion d'un épisode de la saison 2. J'interviewe Fred de la conciergerie Loulou Conciergerie. Il nous parle de son succès, de comment il a réussi à atteindre les 400-500 logements dans sa conciergerie. Et on parle surtout de dégradation. Il nous donne ses conseils pratico-pratiques pour comment faire des demandes de remboursement dans les dégradations et comment rassurer ses propriétaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fred, bienvenue sur le podcast La Conciergerie, un nouvel épisode d'Histoire de conciergerie. Tu vas nous raconter un peu comment tu as créé Loulou Conciergerie, un nom assez marrant je dirais. Est-ce que tu peux, pour les auditeurs déjà te présenter un peu ton parcours et quel est le lien avec ta conciergerie actuellement? Ok, bah écoute, déjà bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup Vanessa de m'accueillir sur ton podcast. Ça me fait très plaisir de partager un petit peu mon expérience avec les auditeurs propriétaires et autres, à mon avis, gestionnaires de biens. Moi, je suis Frédéric Cagliari, du coup, j'ai 40 ans, donc je suis le fondateur de l'entreprise de conciergerie Loulou, que j'ai créée en 2014, donc ça va faire bientôt 10 ans. Écoute, à la base, comment j'en suis arrivé là? Bah, j'ai un parcours qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, comme beaucoup, je pense. À la base, j'ai fait des études littéraires, donc tu vois, je me prédestinais à être journaliste, pour te dire. Donc, j'ai fait un bac L, j'ai fait un DUG LEA, lettres étrangères appliquées. Et après, finalement, je me suis un peu réorienté, donc j'ai fait un BTS management et j'ai travaillé pendant des années dans le secteur bancaire et assurantiel. Et bon, voilà, j'ai toujours eu, je dirais, l'âme un peu d'un entrepreneur. Bon, là, c'est tombé sur la conciergerie, mais je t'avoue que j'aurais pu être dans n'importe quel domaine, puisque tu as des qualités un peu inhérentes à chaque entrepreneur. Donc voilà, je voulais maîtriser le début et la fin de la chaîne. Et on va dire que en parallèle de mon travail précédemment, je faisais de la location de voitures entre particuliers à l'époque où c'était le début. Tu avais des sites comme Drivey, Wecar, Drivey, ouais. Get1, voilà, Mm. qui proposait ça. Donc, je faisais ça en parallèle de mon travail. Donc, c'était déjà un petit business. Donc, j'avais beaucoup d'amendes, j'avais beaucoup de problèmes de véhicules qui étaient un peu endommagés ou Ouais. pas ramenés dans les temps. Et en fait, j'avais une amie un jour qui, elle, faisait du Airbnb aux prémices d'Airbnb et qui, je me suis dit, ah ouais, c'est une bonne idée. D'aller plutôt dans ce business-là, j'aurais pas de problème d'amende, j'aurais pas de problème de casse.
même si entre-temps, c'est le thème d'ailleurs qu'on va aborder aujourd'hui, il y en a finalement. Et voilà, j'ai eu quelques déconvenues et puis voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai fait une petite rupture conventionnelle avec mon entreprise de l'époque et je me suis lancé dans le grand bain. Au début, voilà, tu prends des pages blanches, tu appelles tous les gens qui mettent en location leurs biens et tu leur proposes de la location saisonnière. Ah J'ai eu un ouais. client, un deuxième, un troisième, et puis après, j'ai eu la chance aussi à un moment donné d'avoir euh, des interviews sur des journaux télévisés. Donc, au journal de France 2, j'ai eu un reportage dans 7 à 8 live qui ont fait un petit peu décoller l'activité. Voilà, donc Ok. Loulou depuis 2014. Aujourd'hui, on gère entre 500 et 600 biens dans les régions dans lesquelles on est implanté. Donc, on est principalement, le siège social est à Paris. Donc, on a une agence ici à Paris. Donc, on intervient dans toute l'Île-de-France. Après, on a également des agences en Touraine. On a une agence à Tours et une agence à Amboise. Et on intervient aussi dans les villes à 30 minutes autour de ces deux agences. Et enfin, on a une grande agence aussi à Poitiers et on intervient bien évidemment dans les villes à 30 minutes autour de Poitiers. Je dirais que c'est un peu notre business model, c'est-à-dire que on essaye de se développer, donc hormis Paris qui est le siège social encore une fois, mais on essaye principalement de se développer dans les petites et moyennes villes où on sait qu'il y a un fort potentiel touristique. La Touraine, tu as tous les châteaux, tous les vins. Bon, Bien moi j'y sûr. ai vécu, donc je connais bien. Et Poitiers, tu as la proximité bien sûr du Futuroscope et bientôt d'un nouveau parc aquatique aussi. Donc voilà, fort potentiel. Donc pour l'instant, on est un peu dans ce modèle-là. Et puis dans les prochains mois, années, on se développera probablement dans d'autres secteurs, par exemple à côté de Disney ou à côté du Ouais. Zoo de Beauval. Voilà, ça peut être des idées ou de lieux où on pourrait s'implanter. Mmh. C'est vrai que, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur le podcast, il manque beaucoup de conciergeries dans les zones rurales. On pense qu'il faut s'implanter dans des grandes villes, sauf que, en fait, il y a beaucoup de propriétaires qui achètent dans les zones rurales. Pourquoi? Parce que déjà les investissements sont moins chers et il y a beaucoup de monde qui cherche des voyageurs qui cherchent des locations dans des zones un peu en dehors des villes pour être tranquille. Donc en fait, il y a de la demande dans les 2 sens. Ouais, tout à Donc fait. Et c'est vrai. sachant qu'aussi en parallèle, alors c'est vrai, c'est encore vrai aujourd'hui, mais tu vois, par exemple, dans une ville comme Amboise, qui a 13 000 ou 15 000 habitants, on est quand même déjà 3-4 conciergeries sur place, ce qui est énorme finalement pour un petit patelin, j'ai envie de dire, un peu comme ça. Donc oui, tu as raison, il y a beaucoup de voyageurs qui recherchent un petit peu, pas forcément la ville-ville, ou parfois des moyennes villes, mais un petit patelin à côté pour être au calme. Il y a une vraie demande, là où ne vont pas forcément aussi parfois les conciergeries, pour une question principalement de rentabilité. Donc c'est ce qu'on essaye de capter aussi, mais bon, il y a de plus en plus malgré tout de conciergerie qui se développe justement un peu dans ce business-là, de la ruralité. Mmh. Il faut dire aussi que les voyageurs cherchent, à avoir un tarif attractif sur leur location et en zone rurale, ça paraît moins cher, donc ils peuvent partir, en fait, plus souvent, prendre juste des week-ends de 2 jours. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de locations sur Airbnb et surtout en zone rurale et donc des propriétaires qui sont en recherche, pour déléguer tout ça. Donc Exactement. OK. Alors le sujet, que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, comme tu l'as dit, tout à l'heure, en démarrant l'épisode, c'est la gestion des litiges avec les voyageurs. J'imagine que quand on a 400, 500, 600 logements, il doit y avoir beaucoup, il doit y avoir de nombreux litiges, avec des voyageurs. Je voudrais savoir, combien tu en as en moyenne par semaine? Est-ce que tu as un chiffre à nous donner? Écoute, bon, je vais rien t'apprendre. Ça dépend de la saisonnalité, bien sûr. En ce moment, par exemple, on a une période un petit peu creuse, donc forcément, le ratio est moindre que si on était en haute saison. Mais on va dire que moi, ici, en région parisienne, par exemple, mais ça peut se transposer facilement en province, on va dire qu'il y a 4-5 litiges par semaine en moyenne que je gère. Alors, quand je dis litige, c'est large, parce que moi j'entends par litige pas mal de choses. Ça peut être simplement un petit verre qui est cassé par le voyageur, comme ça peut être un gros dommage, une fête faite dans un logement. Donc je dirais oui, 4-5 dossiers que j'ouvre ou 4-5 cautions que j'essaye de faire marcher par semaine. C'est à peu près le ratio. Que sur Paris, du coup? Que sur Paris, donc si je transpose ça à toutes mes agences, on va dire qu'on a peut-être entre 10 et 15 par semaine, ce qui est déjà assez conséquent malgré tout. Ouais, c'est pas mal, ouais. J'imagine que déjà, tu as dû te définir à quel moment tu ouvres un litige, quelle est la limite? Tu parles d'un verre cassé, donc c'est déjà un litige, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Alors, de façon plus générale, si je peux faire un petit pas de côté juste pour expliquer un petit peu à tous les auditeurs. Euh, Aujourd'hui, enfin, comme je te disais, moi, l'entreprise date de 2014, donc ça va faire 10 ans. Maintenant, on est des centaines de conciergeries, je pense, un peu sur le marché, et on propose plus ou moins tous la même chose, à quelques nuances près. Bon, voilà, on fait des photos, on s'occupe de la communication avec les voyageurs, on s'occupe du ménage, des arrivées plus ou moins autonomes. Bon, on a une commission tous entre 18 ou 25%. Bon, on propose un channel manager à nos propriétaires. Bon, voilà. Mais quand tu rencontres un prospect pour la première fois, au-delà des considérations que je viens de t'expliquer, puisque finalement, tu as beaucoup de propriétaires, quand tu les vois, ils te posent la question, bon voilà, qu'est-ce qui fait que je vous choisirai vous plutôt qu'un autre? Euh, Sachant qu'on fait plus ou moins tous la même chose. Mais en fait, Mmh. si le propriétaire te choisit toi, c'est plus pour une question de confiance. Il signe souvent pour toi et non pas pour tes services. Et dans cette confiance, tu as cette notion de dommage, de sinistre dont on va parler aujourd'hui. Et c'est très important, je pense, pour les propriétaires dans un bien, alors soit dans lequel ils vivent, soit dans lequel ils ont investi, peu importe, mais en tout cas, ils ont investi, ils ont mis leur déco, leur sensibilité. Donc c'est très important d'avoir en face de lui quelqu'un qui puisse répondre éventuellement à un éventuel dommage. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est pas de dire que les dommages n'existent pas dans les locations courte durée, elles existent, hein, même en Bien location entendu. classique. Mais Mmh. la vraie question, c'est comment on gère ce type de dommage pour quand le propriétaire revient chez lui dans une semaine, un mois, 6 mois, bah, il se sente rassuré ou en tout cas que les choses ont été réparées ou gérées efficacement. Voilà, donc ça, c'est le plus important. Mmh. Et du coup, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je considère comme un dommage, justement, dans la continuité? Bah, pour moi, ça commence au moindre petit truc. Un dommage, pour moi, ça va être tout ce qui va avoir une incidence directement, justement, avec le propriétaire ou indirectement dans ta relation avec lui par la suite. Donc, un verre cassé, bah, si c'est un verre cassé dans l'absolu, c'est pas grave, mais c'est la répétition de ces verres cassés qui fera qu'à un moment donné, bah, il faudra racheter un set complet. C'est bien sûr les dommages, tout ce qui est bris dans l'ensemble. Et c'est aussi quelqu'un, par exemple, qui ne va pas respecter les règles dans ton Airbnb et qui va fumer alors que c'est interdit. Mmh. Quelqu'un qui va laisser le logement dans un état déplorable et qui va te dire, bah oui, mais il y avait des frais de ménage, donc du coup, en te laissant le logement en dessus-dessous, pour moi, ça c'est un sinistre. Quelqu'un qui va tâcher le linge, donc, voilà, quelqu'un qui va laisser une clé dans la serrure, par exemple, et tu seras obligé de faire appel à un serrurier pour ouvrir la porte. Voilà, tout ce qui aura un impact négatif sur ta relation avec le propriétaire par la suite, pour moi, c'est un dommage. Donc, même si Mmh. c'est un verre à 5 euros, j'ouvrirai un sinistre sur Airbnb. Après, c'est la forme que tu mets, bien sûr, avec le voyageur et ce que tu dis au propriétaire par la suite, ce que tu as convenu Bien avec lui sûr, ouais. initialement. Voilà. Mmh mh. C'est vrai que on les connaît bien ces litiges où ils fument dans le logement ou, où ils laissent, le logement sans dessus dessous, ouais. OK et d'ailleurs, tu fais un litige pour les gens qui partent avec les clés? Alors, je fais un litige à partir du moment où il me les rapporte pas ou me les envoie pas rapidement. Moi, j'ai toujours un double, voire un triple de chaque logement. En fait, l'idée, c'est pas de sanctionner les voyageurs puisque les accidents arrivent. Moi, ce que je sanctionne, par contre, on le reverra peut-être un petit peu plus tard dans le podcast, c'est la mauvaise foi. Voilà. Donc, Mmh. si OK. les accidents arrivent, voilà, j'ai cassé un verre, bon, ça peut arriver. J'ai fait tomber quelque chose ou j'ai taché quelque chose, ça peut arriver. Ensuite, c'est comment réagit le voyageur. Donc, on va le voir, mais c'est vrai que souvent, quand c'est des petits dommages, ça va. Souvent, ouais, je te parlais du verre cassé, mais en fait, souvent les gens, ils te laissent un billet de 5 euros. Bon, voilà, on passe à autre chose. Quand on commence à monter un peu dans les prix, Mmh. là, c'est là que, on va dire, parfois la vraie nature de certains se révèle et souvent, c'est des dommages. Ah tiens, j'avais pas vu ou c'était déjà comme ça avant ou des choses comme ça. Donc Ouais. bon, faut faire un peu la part des choses. S'il part avec les clés, non, pas spécialement. Par contre, s'il me dit, bah, dès que je rentre chez moi dans 5 jours, je vous la renvoie et puis on verra. Enfin, je, je me laisse cette limite aussi que me laissent les plateformes de déclarer un sinistre. Si au bout de 10 jours, j'ai toujours pas le double des clés, oui, j'ouvrirai un dossier par précaution pour me prémunir d'un éventuel, je retrouverai jamais les clés que ensuite le propriétaire me tombera dessus ou me facturera les clés. Donc j'ouvrirai Bien un sûr. sinistre en dernier recours, si j'ai pas récupéré mon équipement en question. Mais sinon d'emblée, OK, non, ouais. j'essaie de trouver une solution. Mmh. Je vois. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu gères un litige de A à Z si on prend l'exemple, par exemple du voyageur qui fume dans le logement? Ouais, tout à fait. Alors
déjà aussi, je reviens juste en amont un petit peu sur les sinistres. Euh, L'idée, c'est de bien cadrer déjà avec le propriétaire ce que tu prends en compte justement dans un sinistre, ce qui sera potentiellement à ta charge, que tu feras payer à tes voyageurs. Nous, quand on fait une visite, je fais encore un petit pas de côté, hein, désolé, mais quand on fait une visite, enfin quand on signe un propriétaire au début, on fait une visite du logement, et dans cette visite avec le propriétaire, tout de suite, on va lui dire les affaires personnelles qu'il devra éventuellement mettre de côté, qu'on préfère ne pas avoir dans le logement pendant les locations. Voilà, bon, s'il laisse souvent quand c'est des résidences principales, moi c'est le cas à Paris par exemple, c'est que des résidences principales que j'ai à 99%. Donc les gens ils laissent souvent leurs affaires à l'intérieur de leur logement. Donc moi je leur dis quand je visite le logement, bah, soit vous enlevez vos affaires, vous les mettez autre part, dans un placard fermé, dans une pièce fermée ou ailleurs, soit vous prenez aussi le risque que en cas de disparition, c'est des choses que je ne pourrais pas voir. Donc déjà, il faut bien cadrer avec et puis bon, voilà, tout ce qui s'emporte facilement dans une valise, une petite statuette, des petits objets de déco, etc., des livres. Moi, je leur dis, voilà, tout ce qui a un impact, tout ce qui a une importance pour vous financièrement ou sentimentalement parlant, vaut mieux les mettre de côté. Hmm. Pour moi, au check-out, s'il y a des choses qui ont disparu, je ne le verrai pas forcément. Voilà, il y a Ouais. parfois, notamment les résidences principales, quand tu as beaucoup d'objets, c'est difficile en fait. Voilà, il faut que les propriétaires aussi comprennent que bah, on fera le maximum pour éviter les dommages ou les vols, parce que ça fait partie d'un dommage, mais qu'il faut aussi qu'ils travaillent avec nous et pas simplement à constater à leur retour. Euh, pour répondre du coup à ta question, quelqu'un qui fume dans le logement, donc alors je l'ai oublié de préciser dans ma présentation, mais j'ai également une société de ménage. En fait, c'est une société autre service divers. Donc ça m'aide beaucoup. Je vais pas te mentir pour mes demandes de remboursement de caution. Euh, donc là, c'est l'exemple que je t'ai expliqué tout à l'heure. Pour moi, il y a des dommages accidentels et puis tu as des dommages avec des gens qui ne Ils sont de respectent mauvaise pas tes foi. règles. Hmm. Voilà. Mauvaise foi ou du coup là, pour le coup, qui ne respectent pas tes règles. Donc, j'ai pas fumé. Bon, tu rentres dans le logement, tu vois la fumée partout, Hmm. tu retrouves des mégots Les dans la mégots sur le poubelle. toit, en bas. Exactement. Exactement. Donc du coup, bon, euh, alors c'est un point qu'on abordera aussi à la fin. Bon, d'emblée, la première chose, c'est que on essaye de former notre personnel d'intervention à ce qu'il nous fasse remonter tous les dommages qu'il trouve dans le logement. Donc ça peut être des dommages visibles ou ça peut être des dommages du coup odorat. Où bah là il va me dire bah ça sent la cigarette, en plus j'ai retrouvé des mégots, donc on va lui demander déjà en amont de prendre un maximum de photos. Donc là c'est l'exemple de la cigarette, donc il va nous prendre les photos des mégots s'il y en a. Si on n'a pas, c'est plus compliqué, mais bon, voilà, il va nous prendre le maximum de photos. Pour information, mon entreprise de ménage emploie des salariés, mais on travaille aussi avec beaucoup de prestataires, et en fait nous on attribue un logement à une personne ou une société. Donc c'est toujours la même personne qui opère dans les appartements ou dans les maisons, ce qui fait que en termes de qualité, si tu veux, cette personne sera plus à même de remonter les choses qui ne vont pas que Hmm. quelqu'un qui vient pour la première fois dans le logement. Donc s'il y a quelque chose qui a disparu ou qui est cassé, elle pourra se dire bah la dernière fois c'était pas comme ça, là aujourd'hui c'est différent. Donc voilà, c'est aussi en termes d'efficacité beaucoup plus probant. Euh, donc quelqu'un qui a fumé. Donc comment ça se passe? Donc d'emblée, donc on va prendre les photos du personnel de ménage que le personnel de ménage nous a fait remonter. On va faire une demande, alors en fonction des plateformes auprès des Airbnb, si c'est pas Airbnb, mais c'est Booking ou Abritel ou d'autres sites qu'on peut utiliser ou une réservation en direct. Bah, on va tout simplement estimer que ça représente tant en termes de montant et on va prélever la caution. Si c'est Airbnb, c'est plus compliqué pour le coup, puisqu'il n'y a pas de dommages physiques apparents. Donc, hormis Hmm. les mégots, c'est difficile de justifier ça. Et bon, on en reparlera probablement après aussi sur les OTA, bon, comment gérer ce type de choses avec eux. Mais bon voilà, on va faire le process très classique. On va déclarer le sinistre le plus rapidement possible avec une petite nuance, je pense qu'on abordera un peu plus tard avec cette histoire de commentaires potentiels si on déclare un sinistre. Euh, mais bon voilà, on va faire la déclaration rapidement, on va monter un dossier auprès d'Airbnb ou de Booking ou de Abritel avec des photos à l'appui, éventuellement, donc là c'est le cas
des cigarettes, mais si ça avait été un autre dommage avec les devis ou factures des équipements qui ont été endommagés ou des devis de réparation des équipements. Et ensuite, les sites en question feront leur propre jugement et nous rembourseront partiellement ou totalement le montant qu'on a demandé. Bien sûr, en parallèle, on aura toujours prévenu le propriétaire de ce qu'il s'est passé, quoi qu'il arrive, en lui disant bon bah voilà, il s'est passé ça dans le logement. C'est nous qui nous occupons de gérer un peu cette partie sinistre. On va s'occuper de faire la demande de remboursement auprès de Airbnb, Booking, etc. Et on vous tiendra au courant de ce qui se passe par la suite. Voilà. Mmh. Et tu as parfois des demandes de dédommagement qui aboutissent pas, du coup? Alors c'est assez rare, je dirais, parce que comme je te disais, on a un process plutôt bien défini. Les photos, les devis des factures. Alors quand souvent, ce qui peut poser problème parfois, c'est que les propriétaires n'ont pas les factures des Ah équipements oui. qui ont été endommagés. J'ai acheté une télé il y a 5 ans. Bon, peut-être que j'ai plus la facture. Bon, voilà. Et bon, souvent, ce qui se passe, et c'est là que ma société de ménage intervient, c'est souvent où je me fais très fréquemment des devis moi-même ou des factures moi-même avec mon autre Bien sûr. entreprise. Donc ça passe plus facilement. Alors, en fait, il faut séparer aussi, je pense, les plateformes parce que Airbnb a un principe un peu différent. Il faut leur montrer patte blanche et donc montrer des photos, des devis ou des factures de réparation. Alors que les autres plateformes qu'on utilise, nous, Booking ou Abritel, là, pour le coup, on utilise des liens de caution Stripe. Et pour le coup, il y a moins de justificatifs à donner. Pour schématiser, j'ai juste à appuyer sur un bouton pour récupérer partiellement ou totalement la caution. Donc là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Donc, la chose qui peut m'arriver, notamment sur Airbnb, c'est de ne pas obtenir le montant exact de ce que j'ai demandé, d'obtenir moins. Mais c'est assez rare que finalement je ne sois pas remboursé. L'idée que j'ai en ligne de mire, c'est de me dire attention, si je ne suis pas remboursé, à la fin, avec ma relation avec le propriétaire, Mmh. je vais sûrement devoir débourser quelque chose ou perdre un client si jamais j'aboutis pas à cette victoire. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on allait en parler, enfin, tu allais, aborder le sujet. On sait souvent que quand on va demander, un dédommagement à un voyageur, le temps d'ouvrir un dossier, le voyageur sait du coup qu'il va avoir, une mauvaise note. Est-ce que, comment dire? C'est un peu une double peine de demander un litige parce qu'on peut avoir aussi une mauvaise note derrière. Du coup, comment tu gères ça? Alors, avec le temps, c'est une technique très simple que je donne à tous les auditeurs d'ailleurs. Ce que je faisais avant, c'est ce que font, je pense, beaucoup de propriétaires ou de gestionnaires encore, mais bon, ils vont trouver la parade maintenant après ce podcast, je pense. Donc, ce que je faisais avant, c'est très simple. Le voyageur a fait son séjour. Souvent, en plus, ils ont passé un bon séjour. Ils nous disent, on a passé un bon séjour. Et puis ensuite, là, moi ou le personnel du ménage ou mes chargés d'opération dans les agences passent dans le logement, voient qu'il y a un dommage où le logement est très sale, où ils ont fumé, bon, voilà, tout ce qu'on a évoqué précédemment. Et donc là, la tentation est et serait d'envoyer directement un message au voyageur et de lui dire bah on est venu dans le logement. Alors oui, tout s'est bien passé pendant le séjour, mais là on constate qu'il y a un dommage qu'il va falloir payer. Et donc forcément, et c'est humain et un peu, je trouve, mal fait sur les plateformes, c'est que bon, Airbnb et autres bookings ne prennent pas en compte ça souvent, ou en tout cas c'est très compliqué d'enlever un commentaire vengeance, même si je sais que Mmh. ça se fait de plus en plus, mais bon, pour l'avoir expérimenté, c'est pas gagné. Si on dit au voyageur qu'il va payer quelque chose, après avoir déjà déboursé son séjour, bon voilà, il y a le contexte aussi actuel qui joue. Par défaut, je pense qu'il va nous mettre un mauvais commentaire. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est un peu du poker. Donc moi, avec le temps, c'est ce que je fais. C'est que le voyageur me dit qu'il a passé un bon séjour. Nous, on envoie toujours un message à la fin du séjour pour dire au voyageur de laisser un petit commentaire. Ensuite, souvent, donc la personne du ménage ou les chargés d'opération vont sur place, constatent éventuellement donc un dommage. Là, on prend sur soi. On n'appelle pas le voyageur tout de suite pour lui dire bon bah qu'est-ce qui s'est passé. Enfin bon, à part si c'est des petites choses. Hein, là, je parle pas pour un verre ou pour quelque chose comme ça. Ou là, pour le coup, je Mmh. dirais que pour les petits sinistres de moins de 100 euros, souvent, moins de 50 peut-être, souvent ça passe et je pense qu'on peut éviter le mauvais commentaire. Quand ça commence à aller au-dessus de 100 euros, c'est plus compliqué à faire ouvrir le porte-monnaie des Mmh. voyageurs. C'est Donc sûr. voilà, donc souvent ce que je fais, c'est très simple. On prend sur soi,
on dit aux voyageurs de laisser un commentaire. En fait, la subtilité, alors je parle principalement sur Airbnb parce que finalement, je pense que c'est là où beaucoup de gestionnaires ou de propriétaires utilisent le plus cette plateforme. Et sur les autres plateformes, c'est un petit peu différent, nous, dans notre modèle, puisqu'on utilise des liens de caution Stripe. Et là, pour le coup, bon, en réalité, c'est plus efficace. Mais en tout cas, sur Airbnb, c'est très simple. C'est la temporalité. C'est que le voyageur peut laisser un commentaire dans les 14 jours suivant son départ. La caution, on peut la demander jusqu'à 15 jours après le départ du voyageur. Donc, moi, ce que je fais, c'est que à chaque fin de séjour, je demande au voyageur s'il a passé un bon séjour. Si c'est le cas, de laisser un commentaire 5 étoiles sur la plateforme. Je ne lui dis rien de ce que je compte faire par la suite, c'est-à-dire éventuellement ouvrir un sinistre si j'ai constaté un sinistre. Et une fois qu'il a mis son commentaire et qu'il ne pourra plus l'enlever, je fais ma déclaration de sinistre. Parce que bien évidemment, comme tout le monde, bah, j'ai eu des séjours qui se sont bien passés. Et puis à partir du moment où j'ai fait une demande de caution, j'avais beau être super hausse ou quoi que ce soit sur l'annonce, bah, j'ai eu un étoile sur 5 qui t'a plombé ton référencement ensuite. Donc il faut le faire à l'envers, voilà, il faut jouer un peu D'accord. avec ça, c'est-à-dire que je fais la déclaration une fois que le commentaire est fait. Et si jamais le commentaire n'est pas fait dans les 14 jours, de toute façon, bah, du coup, on peut faire sa demande jusqu'à 15 jours. Voilà, la petite D'accord, ouais, subtilité. faut avoir une sacrée organisation derrière, des timings, des alertes. Attention, On faut se met des faire notes. Alors, par chance, comme bon, même si les sinistres, comme on avait vu tout à l'heure, arrivent, c'est pas tous les matins non plus. Donc bon, après, c'est une organisation certes, mais c'est une petite note à se mettre tout simplement dans l'agenda. Bon, de toute façon, si tu n'as pas cette organisation un peu manuelle, alors nous on essaye de jongler un petit peu entre les deux, entre l'automatisation et le côté un peu manuel. Tu sais très bien que le propriétaire, à un moment donné, reviendra vers toi pour te demander des comptes. Donc, mmh, vaut mieux avoir cette organisation que de perdre du temps par la suite avec ton client. ouais, ouais. OK, super astuce du coup, pour les auditeurs. Est-ce que, parce que là, c'est vrai qu'on parle de litige, ça peut faire peur, hein, histoire, de pas faire peur aux gens qui voudraient se lancer ou aux propriétaires qui peuvent écouter le podcast. C'est assez rare, mais il y a des propriétaires qui l'écoutent le podcast. C'était quoi ton plus gros litige et dis-nous comment tu as pu le résoudre? Ok, bah, écoute, les litiges, je pense que tout le monde, enfin, les propriétaires ont le plus peur, c'est les fêtes. J'en ai déjà eu, bah, en 10 ans, t'imagines bien. Alors, on le sait, voilà, tous les grands biens. Quand c'est un studio, bon, j'ai un peu moins peur, tu vois, quand je récupère un studio auprès de mes clients, je sais qu'il y aura pas trop de problèmes à ce niveau-là. Mais j'ai notamment une maison en Île-de-France qui était souvent sujette à fête, voilà, parce que c'est une grande maison qui peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Et donc un jour, alors malgré les warnings, hein, parce que avec l'expérience maintenant, tu peux voir assez facilement et assez rapidement qu'il y a anguille sous roche parfois. Bon, là, les warnings n'ont pas été assez voyants et donc j'ai eu une fête dans une de mes maisons en Île-de-France, bah, c'était l'année dernière. Euh, donc les gens avaient réservé du samedi au lundi. Euh, Samedi soir à 23h30, le propriétaire m'appelle. Il faut être disponible déjà pour me dire bah, que le voisin l'a appelé et qu'il y avait une grosse fiesta chez lui. Donc c'est une maison qui est pour 12 personnes à la base. Donc bon, Mmh. je me suis dit, bon, ils sont peut-être 12 personnes, peut-être qu'il y a un peu de musique un peu forte, etc. Donc je vais appeler les voyageurs. Ce que je fais, les voyageurs me disent que non, pas du tout. Enfin, ils ont mis un peu la musique un peu forte, mais bon, ils vont baisser, pas de problème. Voilà, je me rendors. Le lendemain matin, à peu près 20 appels manqués plus tard. Le propriétaire me dit non, non, enfin, ils n'étaient pas que 10-12, ils étaient au moins une trentaine ou une quarantaine. La police est venue, il y a eu des bagarres. Voici la Ah ouais. vidéo où on voit enfin, des gens dans la rue donc qui ont alerté tout le voisinage. C'est ça aussi le risque, parfois avec les dommages, plus que le dommage en lui-même, c'est aussi potentiellement la perte de ton client. Quand c'est des gros litiges, eh ben, les propriétaires effectivement ont peur et se disent bon bah je préfère ne pas avoir ce risque et ce stress de louer, je préfère entre guillemets de marcher un peu sur ma rentabilité, mais être bien en termes d'esprit. Donc bon, finalement le dimanche matin, je me déplace avec le propriétaire sur place pour aller déloger les voyageurs, pour leur dire de partir. Mmh. On frappe à la porte, bon, ils ouvrent et ils nous claquent la porte au nez en nous disant non, non, on a loué jusqu'à demain, lundi, donc vous n'allez pas être là, au revoir. On appelle la police qui arrive, qui fait une vérification d'identité, mais qui nous disent bah, la même chose, à savoir que bah, ils ont loué jusqu'à lundi, donc ils ne peuvent pas les mettre dehors. On Ouais. appelle Airbnb parce que c'était une location Airbnb.
pour leur dire que on souhaite annuler la réservation tout de suite maintenant pour que les gens s'en aillent. Et donc là, ils nous ont dit qu'on allait nous mettre en relation avec le service sécurité d'Airbnb, mais entre le moment où on est sur place et que quelqu'un nous contacte, en fait, on peut pas attendre. Vous êtes Donc plus en sur fait, ce qu'on place, a ouais. fait, voilà. Donc ce qu'on a fait, enfin ce que j'ai fait, alors bon, c'est pas forcément quelque chose que je conseille à tout le monde. Après, il faut sentir les situations. En fait, c'est une maison, donc on a les clés, on a fait le tour de la maison, on est passé par le jardin, on est rentré dans le salon et là, c'est effectivement ce fut le drame. Donc il y avait à l'intérieur, voilà, des bouteilles de gaz hilarant, tout était cassé, un grand miroir qui était cassé, il y avait une banquette qui était cassée, tout était taché, le sol, tu pouvais à peine marcher parce que c'était tellement collant. Et surtout, tu avais deux personnes qui étaient encore en train à moitié de dormir dans les canapés. Quand tu leur parlais, bon, tu voyais qu'ils n'avaient pas fini leur nuit, c'était très compliqué. Donc ensuite, bon après, voilà, sans rentrer dans les détails, les décibels sont un peu montés. Moi, j'ai mis leurs affaires dehors. Et au bout d'une heure, ils ont fini par partir, voyant qu'on n'allait pas partir nous. Et ensuite, ce qui a été le plus compliqué, c'est avec Airbnb, pour te dire, puisque du coup, quand j'ai fait une demande, donc le même process que je t'ai expliqué tout à l'heure là pour être remboursé, il y en avait honnêtement pour 4-5 000 euros, je pense, de Mhm. réparation. Euh, on a fait la demande auprès d'Airbnb, donc facture, photo, vidéo à l'appui, et donc là, on a eu une première réponse d'Airbnb qui nous a dit malheureusement, on ne pourra pas vous rembourser parce que vous n'aviez pas le droit de rentrer dans le logement pendant le séjour des voyageurs. Voilà. Donc, heureusement que c'était pas au téléphone, mais que c'était par écrit leur réponse, parce que sinon, je pense que j'aurais répondu du tac au tac et on n'aurait pas été remboursé. Et au final, j'ai pu m'en sortir en disant que c'était la police qui était venue pour faire la vérification d'identité, qui avait pris les photos et vidéos et qui me les avait ensuite transmises. Et voilà. Donc ça s'est bien fini. Et puis aussi avec le propriétaire, parce que on essaye d'avoir une relation quand même assez proche avec nos propriétaires, donc on s'entend bien. Voilà, c'est plus une collaboration qu'un client et une Bien sûr. entreprise. Donc, on s'en est bien tiré, mais voilà, c'était une expérience très stressante, je pense, pour nous, conciergerie, et aussi pour le propriétaire. Et voilà, pour dire qu'effectivement, certains voyageurs connaissent un peu maintenant le mécanique aussi d'Airbnb et en profitent parfois un peu trop. Et que c'est la gestion et la proximité et le fait de rassurer au maximum les propriétaires qui fera que à la fin ils te confieront le logement, ils parleront de toi éventuellement à d'autres propriétaires, bon voilà, qui se sentiront en tout Mm. cas en confiance. Je vois deux points à dire sur ce que tu as dit. Le premier, c'est que s'il y a les propriétaires qui nous écoutent sur cet épisode, ça veut bien dire qu'il faut qu'ils se fassent accompagner par des professionnels de la conciergerie parce que les conciergeries savent faire des demandes de litige, elles savent comment gérer les choses, elles connaissent les plateformes. Il y a beaucoup de propriétaires, quand ils se lancent pour la première fois, ils ne savent pas faire tout ça, ils ne sont jamais remboursés, ils se disent j'arrête la location à courte durée, j'ai des problèmes dans mon logement. Et évidemment, si ça arrive en plus la première fois, ça les rassure pas. En général, ceux-là, ils arrêtent de suite. Exactement. Et le deuxième point, c'est que les conciergeries, on est aussi là pour rassurer les propriétaires et pour être professionnels. Donc, certes, ça t'est arrivé une fois en 10 ans, c'est pas un cas commun, hein, on va dire. Ça peut arriver une fois, hein, c'est sûr, il faut le prendre en compte. Il faut savoir comment réagir. Donc, les astuces que tu nous as données là, ça va beaucoup aider les auditeurs. Il faut pas dire à ces propriétaires non, non, il y a jamais de problème dans les locations, ce serait mentir. Il faut leur expliquer que même s'il y a un problème, on est là pour gérer ce problème et on sait comment le faire. Exactement. Et donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est-à-dire que les sinistres existent. Et il y en aura toujours, hein, tu peux pas annihiler tout ça, c'est impossible parce que les accidents existent. Après, il y en a qui respectent pas les règles, mais de façon générale, ce sont des accidents. L'idée, c'est pas de dire aux clients et aux propriétaires que ça n'existe pas, c'est simplement de leur dire oui, ça existe, mais voici comment on va faire en sorte de limiter la casse ou de faire en sorte que quand vous allez revenir dans votre logement, vous allez le retrouver de la même façon, aussi propre et aussi en bon état qu'il était à votre départ. Voilà, et de les accompagner, comme tu dis. Donc, voilà, de bien connaître son propriétaire, de bien connaître ses logements et de savoir ces petites astuces. Mais de façon générale, il y a aussi des process assez simples. Hein, voilà, les mêmes personnes à chaque fois qui interviennent dans le logement, des photos avant et après. Comme ça, bon voilà, on peut facilement contester les voyageurs qui te disent ah non, c'était déjà comme ça quand je suis arrivé, parce que ça c'est aussi assez monnaie Mmh. courante. Mais voilà, d'être accompagné par des professionnels du secteur, c'est aussi ça, comme tu dis Vanessa, qui permettra aux propriétaires de continuer l'aventure sur la location courte durée, puisque bien évidemment,
quand au bout de 2-3 locations, tu as déjà un problème, tu te dis, bon, voilà, je préfère limite passer sur les locations et au moins, bon, voilà, je serai mieux dans ma tête et moins stressé que de louer à des personnes que je connais pas. Exactement. Super. Est-ce que pour finir, tu veux rajouter quelque chose, Fred? Non, bah voilà, j'invite tous les propriétaires ou autres gestionnaires de biens qui nous écoutent à prendre ces quelques petits tips en compte. Euh, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire et que j'ai fait, donc je partage mon expérience, c'est les propriétaires qui nous confient leur logement, euh, même si dès le début on cadre un peu le scénario avec eux et qu'on leur dit que attention, il y a des choses voilà qu'on ne pourra pas prendre en compte si ça disparaît, qu'on les met en garde contre certains équipements qu'il ne faut pas laisser sur place. Les propriétaires, ils se disent tous, à raison ou à tort, on peut les comprendre. Moi, je vous ai confié le logement. Quand je reviens, je veux pas qu'il y ait de problématiques dedans. Je veux pas ne pas retrouver justement tel ou tel équipement. Je veux pas retrouver tel ou tel équipement cassé. Donc, il faut absolument ne pas leur dire je ne rembourserai pas s'il y a un dommage dans dans l'appartement quand il revient chez lui. Voilà. Essayez au maximum de les accompagner, de les sensibiliser. Euh, Passer régulièrement dans ces logements, c'est aussi, je pense, la clé du succès pour éventuellement rattraper ce que l'équipe de ménage n'aurait pas vu, parce qu'il y a aussi cette notion de voir les sinistres. Hein, c'est bien de les déclarer, mais encore faut-il les voir. Euh, je rajoute une dernière petite chose, une dernière petite astuce, moi que je fais à titre perso, c'est je reprends un petit peu les voyageurs qui sont de mauvaise foi. Je mets ceux de côté, ceux qui ont eu un accident et qui ont cassé un verre, qui ont cassé un pied de chaise, qui ont taché quelque chose, mais qui l'ont reconnu, et ceux qui voilà qui ont fumé, qui ont cassé quelque chose, mais qui ensuite, ne voulant pas payer, me disent non, finalement, c'est pas moi. Alors, c'est très simple. Comme je te l'ai dit, moi, j'ai ma propre société de ménage ou de autres services divers en parallèle. Donc, ce que je fais, c'est que même si ça me coûte 100, si mettons, voilà, quelqu'un a cassé une chaise, il ne le reconnaît pas et que ça me coûte 100, moi, je facture 200. Si quelqu'un voilà, casse quelque chose sans le reconnaître, voilà, je le surfacture. Et le jour où, éventuellement, un propriétaire revient dans Attends, son je te logement... coupe, Fred. Ouais, pardon. Ça a complètement coupé la vidéo. Ah, pardon. Du coup, tu disais, même si ça me coûte. Voilà. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est avec les voyageurs de mauvaise foi, voilà, je vais les définir comme ça. Si le sinistre qu'ils occasionnent coûte 100 euros et qu'ils ne le reconnaissent pas, moi, je ne facture pas 100 euros, je prends 200 euros de caution, ou 300, ou 400, ou 500. Voilà, à partir du moment où on est dans ce rapport de force avec le voyageur qui me met en difficulté, moi, dans ma relation future avec le propriétaire, j'ai pas de scrupule non plus, si tu veux, à surfacturer les dommages qu'ils occasionnent. Ce qui fait qu'au final, quand le propriétaire, si un jour un propriétaire revient dans son bien et soulève un sinistre que je n'aurais pas vu, que le personnel de ménage n'aurait pas vu ou que mes chargés d'opération n'auraient pas vu, ce sera beaucoup plus facile pour moi de lui dire bon bah ok, il y a eu cette chaise qui est cassée, qu'est-ce qu'on fait maintenant, et de participer aux frais de réparation éventuellement. Voilà. Chose que initialement, quand j'ai commencé ma conciergerie, je ne faisais pas. Je me disais bah c'est les voyageurs qui ont cassé. Certes, je ne l'ai pas vu, mais ce sont malgré tout, je ne vais pas payer pour les voyageurs. Et bon, à l'époque, j'ai perdu quelques clients. Maintenant, la stratégie est un peu différente, c'est d'accompagner les propriétaires dans les réparations potentielles qu'on n'aura pas pu récupérer auprès des voyageurs. Et pour les sinistres auxquels je serais passé un petit peu à côté, ben voilà, les surplus de caution que j'ai pu récupérer un peu à droite à gauche me permettent de garder la confiance de ces propriétaires. D'accord, OK. Super. Ben, il y a une autre astuce à mettre en application dans sa conciergerie. Voilà. Eh ben, merci pour ton retour d'expérience, Fred. On va terminer sur ça, du coup. Merci d'avoir partagé aussi ces astuces et puis tes 10 années d'expérience bientôt, puisqu'on approche 2024. N'oubliez Et pas les cadeaux. les Les cadeaux pour mes 10 ans.
Je mettrai le lien de ta conciergerie et puis comme ça, ils pourront t'envoyer des cadeaux Super. via Instagram. Merci beaucoup Vanessa, en tout cas de m'avoir accueilli dans ton podcast. Je pense que ça fait de plus en plus d'écoute chaque semaine, donc continue comme ça, c'est très bien pour tous, je pense, tous les acteurs, mais aussi je pense le propriétaire, comme tu dis. Bon, je sais pas si c'est plus des gestionnaires de biens ou des Oui, propriétaires qui nous écoutent. Mais en tout cas, c'est toujours très bien, je pense, d'avoir des acteurs du marché qui partagent un peu leur expérience terrain, et c'est très bien que tu aies mis en application quelque chose qui concerne beaucoup de monde et qui intéresse surtout beaucoup de monde. Donc, continue comme ça, bravo. merci. À bientôt, Fred. Voilà, à bientôt, bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.